Alors, révision donc sur métaux et oxydoréduction. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des métaux, il y a donc trois catégories de métaux. Alors tout d'abord, ce qu'on peut appeler les métaux nobles. Donc ils sont pas très nombreux, hein. On sait qu'on a l'or, de symbole AU. On a l'argent, de symbole AG. Et on a aussi le platine, de symbole PT. Alors un métal noble, c'est un métal qu'on trouve directement à l'état natif sur Terre et qui ne subira aucun effet, aucune corrosion et qu'on pourra retrouver intact durant des siècles. Maintenant, deuxième catégorie de métaux, ce sont ce qu'on appelle les métaux passivés. Alors les métaux passivés, on peut citer donc le cuivre, on peut citer l'aluminium, voilà. Et donc ces métaux-là vont s'oxyder et en s'oxydant vont former une couche superficielle, une couche d'oxyde de cuivre pour le cuivre, qu'on appelle le verre de gris, et une couche d'oxyde d'aluminium qu'on appelle l'alumine. Et ces couches d'oxyde sont imperméables à l'oxygène, au dioxygène de l'air. C'est-à-dire que le dioxygène ne peut pas passer à travers cette couche protectrice, et du coup le métal se retrouve protégé à l'intérieur. On dit que le métal est passivé. Troisième catégorie de métaux, c'est les plus courants, hein, c'est les métaux corrodables. Et le plus connu, c'est le fer, c'est-à-dire qu'on parle de rouille. Et quand le fer rouille, en gros, c'est que le fer s'oxyde et donne une couche d'oxyde de fer qui a cette couleur rouille et qui, par contre, est perméable au dioxygène de l'air, c'est-à-dire qu'il peut passer à travers. Et en passant à travers cette couche d'oxyde, va oxyder toutes les couches de métaux inférieures et donc continuer sa propagation de corrosion à l'intérieur du métal. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des épaves de bateaux, par exemple, constituées de fer. Alors, on parle ici d'oxydation. Alors déjà, il y a du vocabulaire à connaître. Connaître le mot oxydation, le mot réduction, le mot oxydant, le mot réducteur. Alors déjà, quand on dit qu'un métal s'oxyde, donc ça veut donc dire que c'est une espèce, donc on appellera un réducteur. Donc les métaux généralement sont des réducteurs. Donc on va dire que le réducteur va s'oxyder. Si le réducteur s'oxyde, donc je vous remets les deux phrases à connaître, hein, bien sûr. La première, c'est donc le réducteur s'oxyde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le réducteur va libérer des électrons. Donc le réducteur, on dit que c'est un donneur d'électrons puisqu'il va donner des électrons à quelqu'un d'autre. Donc on a ce qu'on appelle une oxydation. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième remarque qu'on peut faire, ça concerne cette fois-ci l'oxydant. L'oxydant se réduit. Donc ça veut dire que l'oxydant va subir une réaction de réduction. Donc l'oxydant, qui est ici, va capter, va prendre des électrons pour se réduire. Donc déjà, voilà, bien connaître ces quatre termes. Donc généralement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'oxydant, il est toujours situé à côté des électrons puisqu'il va pouvoir les récupérer. Donc l'oxydant va récupérer les électrons. Le réducteur, lui, est séparé des électrons puisqu'il doit les donner. Donc il est de l'autre côté par rapport aux doubles flèches. Il est de l'autre côté pour pouvoir céder, donner des électrons. Donc je récapitule, donc une réduction, on prend des électrons pour former un réducteur. Une oxydation, c'est le réducteur qui va libérer des électrons et s'oxyder. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxydant et le réducteur vont former un couple. Vont former ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur. Donc quand on dit un couple oxydant-réducteur, on met toujours en premier l'espèce oxydante slash l'espèce réductrice en deuxième. Alors si je prends un exemple, si je prends par exemple le cas du fer, donc si on dit que le fer est un métal corrodable, ça veut dire que le fer s'oxyde. Si le fer s'oxyde, c'est qu'il va se transformer en ion Fe2+.
Donc on voit que les atomes de fer se transforment en ions, donc passent en solution, mais pour équilibrer l'équation, il va falloir compenser les deux charges plus qui sont ici en rajoutant du coup 2 électrons. Donc on voit bien que le fer libère des électrons, donc subit bien une réaction d'oxydation. Et donc pareil, hein, donc ça veut bien dire que le fer c'est le réducteur, le Fe2+, c'est l'oxydant. Et donc le couple oxydant-réducteur, on l'écrira sous la forme Fe2+, puisque Fe2+, est l'oxydant, slash le réducteur Fe. Donc je vous avais dit, les réducteurs sont essentiellement des métaux. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est, alors ça ne sera pas à savoir par cœur, c'est que les couples oxydant-réducteurs peuvent être répertoriés selon une échelle. Alors cette échelle, elle est à double sens, puisqu'on va avoir d'un côté ce qu'on appellera le pouvoir, alors je l'écris en abrégé comme ça, le pouvoir réducteur croissant, à droite, et à gauche, on aura ce qu'on appelle le pouvoir oxydant croissant. Alors, comment ça va se passer? Donc, les couples oxydant-réductants, on va les placer sur une échelle, hein, donc ça sera toujours donné. Donc, par exemple, ici, on aura le couple Cu2 plus Cu. Là, on pourra avoir, par exemple, le couple, on verra aussi tout à l'heure, H plus H2. On peut avoir le couple Zn2 plus Zn. On peut aussi avoir le couple Al3 plus Al. Et voilà. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler des métaux, en particulier ici le cuivre, le zinc et l'aluminium, et dire lequel parmi ces trois métaux-là est le plus réducteur. Donc le plus réducteur, d'après la classification, on voit bien que c'est l'aluminium. Donc ça veut dire que si l'aluminium est le plus réducteur, c'est qu'il va s'oxyder plus facilement. De même, si on regarde à gauche, l'oxydant le plus fort, c'est celui qui est en haut, ça sera Cu2+. Donc, si l'oxydant est le plus fort, l'oxydant se réduit. Ça voudra dire que Cu2+, va vraiment se transformer très très facilement, va se réduire très facilement pour former du cuivre. C'est ce que ça veut dire. Donc ensuite, on va pouvoir écrire des réactions d'oxydoréduction, dont je reviendrai après sur mon échelle tout à l'heure. Alors, avant de parler d'oxydoréduction, il faut que je parle aussi d'équations qui font intervenir, pardon, des demi-équations électroniques qui font intervenir des hydrogènes et des oxygènes. Alors pourquoi je dois parler de ça? Tout simplement parce que si je reviens sur mon équation précédente, ici, l'oxydation du fer, le fer, s'il est oxydé, c'est que forcément, il y a quelque chose qui va l'oxyder. Il y a un agent oxydant. Donc l'agent oxydant, généralement, ça peut être souvent du dioxygène, le dioxygène de l'air. Alors si le dioxygène réagit, comme il y a des atomes d'oxygène, il faut que j'assure la conservation de l'élément oxygène. Donc pour conserver l'oxygène ici, grâce au O2, il va falloir que j'écrive une demi-équation électronique qui fasse intervenir de l'oxygène. Mais pour conserver l'oxygène, je dois rajouter de l'eau. Donc je rajouterai de l'eau à droite. Et à partir de là, il va falloir que j'écrive la demi-équation électronique. Donc en équilibrant tous les éléments chimiques. Il faut d'abord que j'assure la conservation de l'oxygène, donc j'en ai 2 à gauche, j'en ai qu'un à droite. Donc je suis obligé de mettre 2 H2O pour avoir 2 oxygènes à droite, 2 oxygènes à gauche. Maintenant j'introduis des hydrogènes. Donc ma deuxième étape, c'est d'équilibrer les hydrogènes. Étant donné que j'en ai 4 à droite, il m'en faudrait 4 à gauche. Alors comment est-ce que j'équilibre des hydrogènes? Tout simplement en rajoutant des ions H+. Alors je précise que les ions H+, ce sont des ions acides. Ça veut dire que dans ce cas-là, si j'écris cette réaction-là, elle se fait en milieu acide à cause des ions H+. Donc ça y est, les éléments hydrogènes sont équilibrés. Donc je passe à l'étape 4. L'étape 4 maintenant consiste à équilibrer les charges. Alors pour équilibrer les charges, je vais jouer en rajoutant des électrons. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde à droite, j'ai pas de charge. À gauche, j'ai 4 charges plus. Donc si je veux me ramener à 0 charge à gauche, je suis obligé de rajouter autant de charges plus que de charges moins. Donc je rajouterai 4 E-, 4 électrons. Et en faisant ça, je vois que les électrons sont situés à gauche. Donc O2, c'est un oxydant.
il va prendre les électrons pour former H2O. Donc là, si on prend les électrons, on a bien ici une réaction de réduction. Alors là, c'est quand on a un milieu acide. Et puis on a dit que si on voulait se mettre en milieu plutôt basique, à ce moment-là, il faut éliminer les H+, il faut les neutraliser. Alors j'en ai 4. Donc pour les neutraliser, il va falloir que je rajoute 4 ions basiques. Et les ions basiques, c'est les ions OH-. Alors par contre, si j'en mets 4 à gauche, pour ne pas changer mon équation, il m'en faudra aussi 4 à droite. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux dire, c'est que les 4H+, et les 4OH-, là, ils vont se neutraliser. Pourquoi? Parce que les 4+, vont se neutraliser avec les 4-, et puis il restera les hydrogènes avec les OH. Mais les hydrogènes avec les OH, ça va me former des molécules d'eau, H2O, et je vais en former 4. Puisqu'il y en a 4H+, et 4HO-. Alors j'ai 4H2O à gauche, et j'ai 2H2O à droite. Donc ce que je peux faire, c'est enlever les 2H2O à droite, enlever les 4H2O à gauche, donc il n'en restera plus que 2. Et au final, mon équation va s'écrire sous la forme O2 plus 2H2O. Donc c'est toujours une demi-équation, donc je mets bien un signe égal, égale 4OH-. Et par contre, je vois que j'ai oublié mes petits 4 électrons que je rajoute ici. Donc là, à nouveau, j'ai toujours une équation de réduction, puisque les électrons sont à gauche. Mais là, je suis en milieu basique, puisque j'ai des ions HO-. Donc, il faudra bien regarder le sujet. Si on vous dit que l'équation doit se passer en milieu acide, vous laissez sous cette forme-là, en faisant intervenir des ions H+. Si dans la question, on vous dit le couple O2-OH-, ça veut dire que vous êtes en milieu basique. Et donc, il va falloir neutraliser les H+, par les HO- et obtenir cette équation. Donc, bien savoir refaire les deux. Alors maintenant, on va parler d'équation d'oxydoréduction. Parce qu'on va faire maintenant la somme des deux. La somme de l'oxydation et la somme de réduction. Alors par exemple, si je reprends mes équations précédentes, je vous ai dit que j'avais le fer qui s'oxydait en Fe2+, plus 2 électrons. Ça, c'était ma réaction d'oxydation. Et de l'autre, j'avais donc O2. Alors je reste en milieu acide. O2, donc plus 4H+, on a dit tout à l'heure, plus 4 électrons, donné 2H2O. Ça, c'était ma réaction de réduction. Alors maintenant, on me demande de faire la réaction d'oxydoréduction. Alors la réaction d'oxydoréduction nécessite ces deux demi-équations. Et là, maintenant, il nous reste à faire la somme. Sauf que j'ai un petit souci. Parce que je sais qu'une réaction d'oxydoréduction, ce sont des électrons qui sont transférés entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Donc en fait, ça veut dire que je dois avoir autant d'électrons libérés que d'électrons récupérés de l'autre côté. Je ne peux pas avoir un déséquilibre. Alors là, je regarde, je vois que d'un côté, j'ai 4 électrons à gauche, et là, je vois que j'ai 2 électrons à droite, donc ça ne va pas. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est multiplier ma première ligne par 2. Pourquoi? Parce que si je multiplie par 2, 2 fois 2, ça fera 4 électrons, 4 électrons. Et par contre, je suis obligé de multiplier toute ma ligne par 2 si je ne veux pas changer mon équation. Ce qui va donc me donner, si je fais la somme des deux, comme réaction d'oxydoréduction, donc 2Fe plus O2 plus 4H+. Les 4 électrons, je les simplifie, les 2 fois 2, 4 électrons qui sont là. Et j'obtiens directement comme produit Fe2+, plus 2H2O. Et ça, c'est bien ma réaction d'oxydoréduction entre le fer et l'oxygène. Alors là, je vous ai mis un autre exemple avec deux autres couples oxydant-réducteurs. Donc, ce sont les couples Al3 plus Al et le couple Cu2 plus Cu. Alors, donc les deux demi-équations sont là. Donc, Al donne Al3 plus 3 électrons, donc c'est bien une oxydation. Et Cu2 plus 2 électrons donne Cu. Donc ça, c'est bien une réaction de réduction. Sauf que là, j'ai 3 électrons libérés à droite et j'ai 2 électrons récupérés à gauche. Donc, quand on a deux chiffres différents, on doit bien penser au plus petit multiple commun. Donc, le plus petit multiple commun à 3 et à 2, par exemple, c'est 6. Ce qui veut dire que pour arriver à 6, mon équation là, pour avoir 6 électrons, je suis obligé de tout multiplier par 2.
Et là, si j'ai 2 électrons, si je veux avoir 6 électrons au final, je suis obligé de multiplier toute ma ligne par 3. Et en faisant la somme des deux, eh ben, j'aurai donc 2Al plus 3 Cu2+, les électrons s'éliminent, ça va former 2Al3+, plus Cu. Alors cette équation, j'aurais pu la retrouver, mais j'aurais pas pu l'équilibrer. J'aurais pu la retrouver comment? Bah, grâce à ça. Grâce à cette échelle-là. Alors je vous avais donné une loi qui s'appelle la règle du gamma. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette règle du gamma? Elle dit que Cu2+, plus Al, vous voyez, je suis en train de dessiner mon gamma là, plus Al, qui va donner Al3+, plus Cu. Vous voyez, je suis mon gamma. Donc Cu2+, plus Al, c'est mes réactifs, qui vont donner Al3+, plus Cu. Et bien regardez, Al plus Cu2+, donne Al3+, plus Cu. Je retrouve bien mon équation. Mais vous voyez que mon équation, je suis après obligé de l'équilibrer pour pouvoir équilibrer à la fois les éléments chimiques et les charges. Donc c'est pour ça qu'il faut bien trouver le plus petit multiple commun aux deux demi-équations. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir sur les réactions d'oxydoréduction. Je continue. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces réactions d'oxydoréduction, elles permettent de faire soit des piles, soit des électrolyses. Alors, ce que je vais montrer ici, c'est par exemple une pile qui contient une électrode, par exemple ici, de fer, et ici, mettons une électrode de cuivre. Je vais prendre cet exemple-là. Et puis, dans ma solution, je vais dire que j'ai des ions, allez, Cu2+ dans ma solution. Et voilà. Et puis là, j'ai des ions, on va dire, allez, SO4-. J'ai une solution de sulfate de cuivre. Alors, si je veux une pile, puisque là, à gauche, je suis dans le cas d'une pile, à droite, je suis dans le cas d'une électrolyse. Donc, ma pile doit être formée par quoi? Bah, pour faire une pile, il faut déjà 2 métaux. Donc, les 2 métaux, c'est l'électrode de fer et l'électrode de cuivre. Plus une solution ionique, bah, ma solution ionique, c'est du sulfate de cuivre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour vérifier que j'ai bien une pile, il faut que j'introduise entre mes 2 électrodes ici un appareil qu'on appelle un voltmètre. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois savoir? Je dois savoir qui est la borne plus, qui est la borne moins. Alors moi, ce que je dois savoir, c'est que dans une pile, la borne plus, c'est la cathode. La borne moins, c'est l'anode. Alors comment je peux savoir laquelle elle sera la cathode, laquelle sera l'anode? Et pour ça, pareil, il faut que je me réfère à ma classification ici. J'ai dit tout à l'heure que le métal le plus réducteur s'oxyde. Donc s'il s'oxyde, je vois ici par exemple, j'ai pas mis le fer, donc le fer il sera plutôt par là. Donc Fe ici en fait, et Fe2+ ici. Voilà. Alors qu'est-ce que je constate? Je constate que le fer, c'est le métal le plus réducteur. C'est lui qui va s'oxyder en fait. Donc s'il s'oxyde, j'aurai une oxydation, donc je serai à l'anode. L'anode dans une pile, c'est la borne moins. Et donc forcément, par déduction, comme le cuivre est moins réducteur, lui, ça sera la cathode. Et donc il va subir une réduction. Donc si je récapitule, le cuivre, c'est le moins réducteur, donc il ne va pas s'oxyder. Celui qui va s'oxyder, c'est le fer. Donc s'il s'oxyde, c'est la borne moins. Si c'est la borne moins, c'est une anode. Et si j'ai une anode, à ce moment-là, ici, je vais avoir une oxydation à cette électrode-là. Pour le cuivre, comme il est moins réducteur, ce sera la cathode. Ce sera la borne plus de ma pile. Donc j'aurai ici la cathode. Et la cathode, j'aurai forcément une réaction de réduction. Rappelez-vous le réduction, voilà. Donc le petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est ça. Si j'ai l'anode, ça commence par une voyelle, j'aurai une oxydation. À la cathode, ça commence par une consonne, j'aurai une réduction. Consonne, consonne. Alors maintenant, 3 choses. Comment se déplacent les porteurs de charge? Alors moi je sais que dans une pile, le courant circule toujours de la borne plus vers la borne moins. Donc le courant, il va circuler de la cathode vers l'anode. Par contre, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais que les électrons, ils circulent dans les fils ici, mais ils circulent par contre
dans le sens inverse des électrons. Donc ils circuleront comme ceci. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire déjà que le fer ici, je vois que le fer, il va libérer des électrons. Donc s'il libère des électrons, comme je le vois ici, c'est qu'il va se transformer en Fe2+. Et pour équilibrer, il faudra que je rajoute 2 électrons. Donc là, j'ai bien une réaction d'oxydation. Par contre, à la cathode, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir une réduction. Donc, qu'est-ce qui va se réduire? C'est le cuivre. Donc, comme j'ai des ions Cu2+, ici, ben, ma réaction, ça va être Cu2+, plus 2 électrons, donne Cu. Donc là, j'ai bien une réduction. Et maintenant, si je fais la somme oxydation plus réduction, si je fais la somme des deux, bah 2 électrons, ça se simplifie. Il va me rester Fe plus Cu2+, qui va donner Cu plus Fe2+. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire de cette équation, là, d'oxydoréduction? Ben, je vous ai dit que je peux la retrouver. Je peux la retrouver grâce à ça, grâce au gamma. C'est-à-dire que, regardez, Cu2+, plus Fe donne Fe2+, plus Cu. Et regardez donc, on retrouve bien Fe plus Cu2+, donne Cu plus Fe2+. On retrouve bien l'équation de la réaction, toujours grâce au gamma. Donc le gamma, ça veut dire que la réaction, elle a lieu, mais elle a lieu spontanément. Et dernière chose, il y a des ions dans ma solution. Alors moi, j'aimerais savoir comment ils vont circuler ces ions. Ben, regardez, là je vois que j'ai une borne moins, là j'ai une borne plus. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Le Cu2+, eh ben, lui, il va se diriger vers la borne moins, et le SO4 de moins, il va se diriger vers la borne plus. C'est bon pour tout le monde, voilà. Donc ça, c'est pour une pile. Alors maintenant, électrolyse. Donc l'électrolyse, ce qui va changer, c'est que j'ai toujours 2 électrodes, j'ai toujours une solution. Par exemple, ici, je vais reprendre du fer. Et puis là, je vais prendre du zinc. Allez, changer. Je vais dire que j'ai une solution de Zn2+, avec du sulfate, SO4 de moins, donc une solution de sulfate de zinc. Et je vais dire qu'aussi j'ai des ions H+. Je suis en milieu acide. Voilà, j'ai tout ça dans ma solution. Et moi, je voudrais faire cette fois-ci non plus une pile, mais une électrolyse. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est qu'on va enlever le voltmètre et on va mettre à la place un générateur. Alors, à quoi il va servir ce générateur? En fait, ce que j'aimerais faire, moi, c'est la réaction inverse là. Pouvoir déplacer la réaction de la droite vers la gauche. Et pour faire ça, comme c'est pas spontané, c'est forcé, je suis obligé de forcer le système en rajoutant de l'énergie électrique. Et c'est cette énergie électrique qui va me permettre de forcer le système pour pouvoir aller dans l'autre sens. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Moi je voudrais justement, par exemple, on va voir tout à l'heure, je voudrais protéger le fer. Alors pour protéger le fer, déjà, ce que je veux faire, c'est le recouvrir de zinc, comme ceci. Donc si je le recouvre de zinc, là je vais avoir du zinc qui va se déposer dessus là. Donc je vais avoir de ce côté-là une réduction du coup. Donc si j'ai une réduction, je forme du zinc. Donc ça veut dire que je vais avoir donc Zn2+, plus 2 électrons, donne Zn. Donc ça c'est une réaction de réduction possible bien sûr. Après ce qu'on pourrait me dire dans l'énoncé, c'est que avant que le zinc se forme, on me dit qu'il y a un petit dégagement gazeux là comme ça là. Je vois des petites billes se former, des petites boules de gaz. Alors d'où est-ce que ça pourrait provenir par exemple? Alors ça on va voir tout à l'heure que ça va provenir des ions H+. Parce que les ions H+, ils peuvent former un gaz, on avait vu. Ils peuvent former du H2. Alors pour équilibrer, vous vous rappelez, donc il y a 2 hydrogènes, donc il faut 2 hydrogènes ici. Et pour équilibrer, il faudra 2 électrons. Donc on va voir que ça peut être une autre réaction de réduction possible. Donc ça c'est, comme il y a une réduction, c'est la cathode. Donc là pour moi le fer va représenter la cathode.
Ok? Donc maintenant, de l'autre côté, bah, si j'ai la cathode à gauche, j'ai forcément l'anode à droite. Et donc, qui dit anode, hein, vous vous rappelez que cathode réduction, anode oxydation. Alors, quelle va être la réaction d'oxydation possible? Bah, c'est au niveau du zinc. Donc, ça veut donc dire que le zinc va s'oxyder. Et donc, si le zinc s'oxyde, ça va faire Zn2+, plus 2 électrons. Donc, il va libérer des électrons, le zinc. Alors maintenant, pareil, même question qu'à gauche, déplacement des porteurs de charge. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que là, le zinc, il libère des électrons. Donc, les électrons, ils vont partir de l'électrode de zinc. Donc, ils vont faire comme ceci. Ça, c'est les électrons. Maintenant, le courant. Moi, je sais que le courant, il se déplace dans le sens contraire des électrons. Donc, le courant, il va se déplacer, lui, comme ça. Donc, s'il se déplace comme ça, le courant, bah, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois que le courant, il part du générateur. Il part de la borne plus du générateur et il revient à la borne moins. Ce qui fait que la borne plus, bah, c'est forcément celle-là. La borne moins, c'est forcément celle-là. Alors, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois que pour une pile, l'anode, il y a une oxydation. L'anode, c'est la borne moins. Là, le fer, c'est la borne moins. Parce que c'est l'anode pour la pile. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que pour une électrolyse, le fer se retrouve relié à la borne moins. Mais la borne moins, ce n'est plus l'anode, c'est la cathode. Alors que le zinc, qui lui est relié à la borne plus, c'est l'anode. Alors tout à l'heure, l'anode, c'était la borne moins. Vous voyez, c'est inversé. Ça veut bien dire qu'on a inversé le sens du courant. Donc, si je regarde, le courant circule comme ça, dans ce sens, pour la pile, et dans l'électrolyse, le courant, il est en noir ici, il circule dans l'autre sens. On voit bien qu'on a changé le sens du courant. Et puis enfin, ce qui me reste à voir, c'est ça là, le déplacement des ions. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on a dit que les ions positifs, ils sont attirés par l'électrode négative qui est là. Donc, le Zn2+, il va se diriger vers cette électrode. Qu'est-ce qui est positif encore? Ben, il y a les ions H+, aussi qui vont se diriger vers cette électrode, parce qu'elle est moins. Et là, comme l'électrode est plus, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va attirer les ions négatifs ici. Donc, on voit bien que côté cathode, ben, il y a deux ions qui peuvent arriver. Il y a les ions H+, et les ions Zn2+, en fait. Donc, les ions Zn2+, peuvent se réduire en zinc, et les ions H+, peuvent se réduire en H2. Donc, c'est pour ça qu'on peut des fois avoir deux phénomènes. On peut très bien avoir du H2 qui se produit, ou alors, après, petit à petit, on peut avoir le zinc qui va se former après le dégagement gazeux. Voilà, on peut avoir deux possibilités ici. Donc, bien connaître voilà, la différence entre pile et électrolyse. Et pour terminer, il me reste à parler de la corrosion des métaux et des méthodes de protection pour pouvoir être tout à fait parfait dans ce résumé. Alors la corrosion des métaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les agents de corrosion, les principaux, ben, on a dit que c'était l'oxygène de l'air. Ça pouvait être de l'eau. Ça peut être de l'eau salée avec du NaCl, des ions Na+, et Cl-. Alors après, ça peut être d'autres agents, hein, comme le javel, l'eau oxygénée, donc tout ce qu'on appelle agent d'oxydation. Voilà. Donc c'est tout ça qui va pouvoir accélérer la corrosion d'un métal. Alors comment ça peut se produire cette corrosion? Bah déjà ça peut se produire par le défaut d'une pièce métallique. C'est-à-dire que si votre métal vous le chauffez d'un côté, vous ne le chauffez pas de l'autre, et ben ça va faire qu'il y aura deux parties métalliques différentes et ça pourra aussi se comporter comme une pile thermique. Si par exemple il y a un petit écrou, un petit trou dans votre pièce métallique, ben, ça va déclencher un petit germe de corrosion. Donc tout ce qui sera défaut peut accélérer une corrosion. Et enfin, on peut faire ce qu'on appelle des piles de corrosion. C'est-à-dire que par exemple, dans un métal, il suffit de souder deux métaux fer ensemble, ça fait deux matériaux différents. Et quand il y a un contact avec de l'eau, ça peut créer une micropile. Et cette micropile peut déclencher la corrosion d'une partie d'un des deux morceaux de fer. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut accélérer, accentuer la corrosion. Donc maintenant, il nous reste à voir un petit peu les moyens de protection contre la corrosion. Alors il peut y avoir ce qu'on appelle des recouvrements. Alors des couvrements par exemple avec des peintures. Alors généralement on a ce qu'on appelle des peintures anti-rouille qui sont beaucoup plus performantes que les peintures classiques. Les vernis, c'est vraiment un recouvrement qui coûte pas cher, qui peut être esthétique mais qui ne dure pas très longtemps. Il faut forcément le rechanger.
Et puis après, on peut aussi avoir une méthode de passivation. Alors la méthode de passivation, c'est quoi? C'est forcer le métal à s'oxyder, mais faire en sorte que la couche d'oxyde le protège de la corrosion, c'est-à-dire faire une couche imperméable à l'oxygène de l'air. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle de la nitruration, ou de la phosphatation. Alors en quoi ça consiste ces deux techniques? C'est tout simplement le fait de plonger la plaque métallique en fer, phosphatation, dans un bain. Alors, soit dans le premier cas, un bain d'acide nitrique très concentré, et dans le deuxième cas, un bain d'acide phosphorique très concentré. Et en faisant ça, on force le métal à se corroder en surface, à former une couche d'oxyde imperméable à l'oxygène. Et là, le métal est vraiment protégé de la corrosion. C'est exactement comme un métal passivé. C'est pour ça qu'on parle de méthode de passivation. Autre méthode, l'anode sacrificielle. Alors, comme on vient de voir les piles, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à faire une pile. Et pour faire une pile, il faut que le fer constitue non pas l'anode, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Vous voyez, là, le fer dans cette pile, c'est l'anode, et le fer s'oxyde. Et là, il faut faire l'inverse. Il faut faire une pile dans laquelle le fer sera non pas l'anode, mais sera la cathode. Et ce qui fait que du coup, en face du fer, on va lui mettre généralement du zinc. Et le zinc, lui, ce métal-là, comme il est beaucoup plus réducteur que le fer, va constituer l'anode. Et donc, si on fait une pile, on sait qu'à l'anode, il va y avoir une oxydation. Le zinc va s'oxyder à la place du fer. Et c'est pour ça qu'on parle d'anode sacrificielle. Et donc, dès que le zinc a disparu, il faut automatiquement changer une pastille de zinc pour pouvoir continuer à protéger le fer. Ensuite, on a la galvanisation. La galvanisation, en fait, c'est de l'acier, c'est du fer, que l'on va recouvrir entièrement d'une couche de zinc. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, il suffit de plonger la pièce en acier dans un bain de zinc fondu. Et après, on la ressort, et on a ce qu'on appelle de l'acier galvanisé. Ou alors, on a dit qu'on pouvait très bien aussi, si on voulait, faire de la galvanisation comme ceci, grâce à une électrolyse, puisque regardez, on peut très bien déposer du zinc sur du fer par cette technique d'électrolyse. Donc on a deux façons de faire de la galvanisation. Voilà. Ok, donc la galvanisation, ça permet vraiment de protéger l'acier pendant très très longtemps, puisque le zinc va lui aussi s'oxyder, donc du coup, tout l'acier sera protégé. Et enfin, la technique la plus performante, c'est de faire de l'acier inox. Alors l'acier inox, alors il y a une petite différence, c'est que le fer, c'est un matériau magnétique qui va être attiré par un aimant. Alors que l'acier inox, lui, non. Il ne pourra plus être attiré parce qu'il n'aura plus suffisamment de fer. Puisqu'en fait, l'acier inox, c'est ce qu'on appelle un alliage. Alors c'est quoi un alliage? C'est un mélange d'au moins deux métaux. Alors ces deux métaux, il y en aura même plus que deux là dans ce cas-là, puisqu'il y aura du fer, il y aura du nickel, Ni, il y aura du molybdène, Mo, et il y aura aussi du chrome. Donc il y a finalement 4 métaux différents. Alors d'autres alliages à connaître, c'est le laiton, on a dit que c'était du cuivre avec du zinc, et le bronze, c'est du cuivre avec de l'étain. Donc voilà en gros les différents moyens de protection contre la corrosion. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à savoir pour le contrôle de la semaine prochaine.